Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du film Critters. Vous l'avez peut-être vu, ce film réalisé par Stephen Herek dans les années 80, où de petites créatures extraterrestres terrorisaient des habitants. Saviez-vous que cette histoire est inspirée d'une histoire vraie ? Peut-être pas des extraterrestres, mais une famille a bien été traumatisée par quelque chose. En effet, en 1955, dans le Kentucky, une famille a vécu une expérience vraiment étrange. Pendant plusieurs heures, ils ont été attaqués par des créatures qui ressemblaient, je cite, à des gobelins. On l'appelle la rencontre Kelly Hopkinsville. Attachez vos ceintures, c'est parti pour la vidéo. Il faut imaginer les années 1950, au fin fond du Kentucky, dans un endroit qui semble être figé dans le temps depuis le début du siècle. La ferme des Sutton, perdue entre les localités de Kelly et Hopkinsville, était une grande maison en bois dépourvue de confort moderne. Pas d'eau courante, pas de téléphone, pas de radio, pas de télévision, pas même de livres. La maison était louée par Madame Glennie Langford, une veuve de 50 ans. Elle y vivait avec ses 3 jeunes enfants, Mary, Charlton et Lonnie, ainsi que ses 2 grands-fils, John Charlie et Elmer Lucky. Leurs épouses, Allen et Vera, et le frère d'Allen, O.P. Baker, un jeune homme dans la trentaine. Le 21 août 1955, en début de soirée, un jeune couple, Bill Ray et June Taylor, qui étaient des amis de la famille, sont venus leur rendre visite. Comme la famille s'apprêtait à dîner, ils ont tout naturellement proposé au couple de rester pour le repas. Vers 19h, Billy est sorti pour chercher de l'eau dans la cour. Et alors qu'il était près du puits, quelque chose d'incroyable s'est produit. Soudain, une boule lumineuse a traversé le ciel, laissant derrière elle une traînée multicolore semblable à un arc-en-ciel, avant de sembler atterrir à quelques centaines de mètres de là, près d'un petit bois à l'arrière de la ferme. Billy a rapidement récupéré son seau et est rentré précipitamment à l'intérieur pour raconter à tous les autres ce spectacle incroyable qu'il venait de voir. Il leur a décrit l'objet lumineux, soulignant qu'il se déplaçait très rapidement, puis il leur a expliqué qu'il semblait s'être posé derrière l'étable. Il a proposé à tout le monde de l'accompagner pour aller voir. Malheureusement, personne n'a pris son histoire au sérieux et tout le monde a pensé qu'il avait simplement vu une étoile filante, ce qui a évidemment provoqué des éclats de rire au sein de la famille. Après un repas sans le moindre incident, ils venaient tout juste de terminer quand leur chien, qui d'ordinaire était plutôt tranquille, s'est mis à aboyer bruyamment dehors. Intrigués, Billy et Lucky, le fils aîné de la famille malgré ses 25 ans, ont décidé de sortir dans la cour pour voir ce qui se passait. À ce moment-là, le chien, visiblement terrifié, précipité dans la maison et a refusé d'en sortir. Se demandant s'il y avait quelqu'un d'étrange rôdant autour de la ferme, les 2 hommes ont pris la décision de faire le tour de la maison. Alors qu'ils se trouvaient près de la porte arrière, ils ont remarqué une étrange lueur dans les champs qui semblait se rapprocher d'eux. C'est alors qu'ils ont vu la silhouette d'un petit homme lumineux d'environ 1 mètre de hauteur qui s'approchait d'eux en levant les mains, comme s'il cherchait à se rendre. Il portait ce qui semblait être un costume en métal argenté, ou peut-être que sa propre peau brillait de cette manière. Son corps était mince, surmonté d'une tête disproportionnée, ornée de grandes oreilles pointues, d'une bouche fine et large et de 2 yeux jaunes qui brillaient de chaque côté de son visage. Ses jambes étaient fines et courtes, et ses longs bras, qui presque touchaient le sol, se terminaient par des sortes de serres. Dans les régions rurales du Kentucky des années 1950, la prudence voulait que l'on tire d'abord et que l'on pose des questions ensuite, en cas de danger potentiel. Et ces 2 hommes ne furent pas exception à la règle. D'un geste synchronisé, ils se sont précipités à l'intérieur pour récupérer leurs armes. Puis ils se sont positionnés à l'arrière du bâtiment, prenant pour cible la créature qui s'approchait toujours plus près. Ils ont attendu, et lorsque la créature n'était plus qu'à 6 mètres, ils ont ouvert le feu sans hésiter. Billy avait un 22 long rifle, et Lucky tenait un fusil de chasse. À une telle proximité, il aurait été impossible de la manquer. Les balles semblaient résonner comme si elles heurtaient du métal.
créature a basculé violemment en arrière, mais elle s'est rapidement relevée et s'est enfuie dans les bois, apparemment indemne. Les deux hommes ont attendu quelques minutes, mais comme la créature ne montrait pas de signe de retour, ils sont retournés à l'intérieur de la maison. Ils venaient tout juste d'entrer dans le salon quand soudainement, une tête monstrueuse est apparue à la fenêtre. Elle ressemblait à celle de la précédente créature, et portait une sorte de casque et avait les yeux bridés. La panique a saisi les femmes et les plus jeunes enfants qui ont été rassemblés et mis dans une chambre. Certains avaient tellement peur qu'ils se sont cachés sous un lit. Billy et Lucky se sont précipités vers la fenêtre, mais dès qu'ils se sont approchés, la créature s'est enfuie. Les deux hommes, qui n'avaient toujours pas lâché leurs armes, ont ouvert le feu sur la petite silhouette qui s'éloignait dans l'obscurité. Convaincus qu'ils l'avaient touché, ils sont sortis rapidement pour chercher le corps à l'extérieur. Billy Ray marchait en tête et s'est arrêté sous l'avancée du toit lorsque soudainement, une main griffue a tenté de l'attraper par les cheveux. Les occupants de la maison, qui se trouvaient entassés dans le couloir derrière eux, ont commencé à crier et ils ont rapidement attrapé Billy Ray pour le ramener à l'intérieur. Lucky, qui se trouvait juste derrière Billy Ray et qui avait tout vu, s'est précipité dans la cour. Il s'est retourné rapidement et a ouvert le feu sur la créature, pratiquement à bout portant. Mais au lieu de s'écraser sur le sol, elle a lentement flotté sur une distance de 12 mètres, s'éloignant vers la clôture. Un nouveau coup de feu l'a propulsé plus loin. À ce moment-là, Lucky a aperçu une autre créature, dissimulée dans un érable tout proche. Il a ouvert le feu rapidement, aidé par Billy, qui venait de ressortir de la maison. La créature a été projetée en arrière, flottant doucement vers le sol, puis elle a commencé à courir et a disparu rapidement dans les ténèbres. Ensuite, une autre créature est apparue, peut-être la même que celle qui était sur le toit un instant plus tôt, mais cette fois presque en face d'eux. Immédiatement, Lucky a ouvert le feu sur elle, mais sans succès. Au moment où la balle l'a touché, un son a été entendu, ressemblant au bruit d'un sourd métal frappé. Cependant, la créature n'a pas semblé être blessée. Elle s'est relevée facilement et s'est rapidement cachée dans les buissons, disparaissant de leur vue. Les deux hommes sont alors retournés vers leur famille, qui les attendait à l'intérieur, sans savoir vraiment quoi faire. Ils ont alors décidé de se barricader, car ces créatures semblaient les harceler, paraissant une après l'autre. Certaines tendaient les mains en l'air, d'autres se montraient aux fenêtres, comme pour se moquer d'eux. Ils estimaient qu'il y en avait une douzaine, voire une quinzaine, qui les tourmentaient. Pendant qu'ils les observaient depuis la maison, ils ont remarqué que ces créatures se déplaçaient de manière inhabituelle. Les jambes ne semblaient pas se plier comme celles des humains, et lorsqu'elles couraient, elles utilisaient des mouvements de la hanche. Elles se tenaient habituellement droites, et lorsqu'elles fuyaient, elles se courbaient et utilisaient leurs longs bras, presque touchant le sol, pour se déplacer. Elles semblaient avoir la capacité de flotter, et même si elles n'avaient pas vraiment une aura de luminescence, leur peau brillait dans l'obscurité et devenait encore plus lumineuse lorsqu'elles étaient touchées ou qu'elles émettaient des cris. Certains voisins des Sutton ont entendu des détonations, mais ils ont supposé que quelqu'un tirait des feux d'artifice et ils n'y ont pas prêté beaucoup d'attention. Beaucoup de munitions ont été utilisées avant que Billy et Lucky ne réalisent que leur arme était inefficace. C'est Madame Langford qui leur a conseillé d'arrêter de tirer, en soulignant que même si les créatures avaient été touchées à plusieurs reprises, elles ne s'étaient jamais montrées agressives et n'avaient attaqué personne. Cependant, comme les créatures ne semblaient pas vouloir partir, et que chaque fois qu'elles s'approchaient des fenêtres, les enfants devenaient hystériques, elle a suggéré aux deux hommes de prendre chacun une voiture et de se rendre au poste de police, le plus proche. C'est ainsi qu'ils ont décidé de le faire. À 23h, profitant d'une accalmie, tout le monde s'est précipité dans les voitures, puis Billy et Lucky ont pris le volant et ont conduit jusqu'à Hopkinsville, qui se trouvait à environ 30 km de là. Une demi-heure plus tard, les deux voitures se sont arrêtées devant le poste de police, et les deux familles en sont descendues, très agitées et visiblement effrayées. L'un des hommes a déclaré à la police « Nous avons besoin d'aide. Nous les combattons depuis près de 4 heures. » Lorsqu'ils sont retournés à la ferme, les policiers accompagnés de 3 shérifs et de 4 militaires ont constaté que les fenêtres avaient été sérieusement endommagées, que de nombreuses douilles gisaient sur le sol et qu'une balle avait traversé
un moustiquaire. Malheureusement, aucune créature n'était visible. Une fouille minutieuse a été entreprise et la tension était palpable. À un moment donné, alors qu'ils avançaient dans l'obscurité, l'un des hommes a accidentellement marché sur la queue d'un chat, ce qui a déclenché un miaulement. En un éclair, tous les policiers ont sorti leurs armes, plus rapidement qu'ils ne l'auraient jamais fait avant. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve qu'un engin était posé derrière la ferme, comme l'affirmait Billy. Mais lorsqu'ils ont fouillé la zone près du bois, ils ont remarqué une lueur verdâtre près de la barrière, exactement à l'endroit où l'une des créatures avait été touchée. Étrangement, cette lueur verdâtre a disparu le lendemain. Les policiers ont rapidement remarqué que les témoins étaient vraiment terrifiés, sans aucun doute sur ce sujet, et qui semblaient être sincères. Cependant, face au récit des Sutton et des Taylor qui décrivaient des choses difficiles à croire, les policiers ont commencé à chercher une explication rationnelle. Ils ont d'abord envisagé la possibilité que les témoins aient peut-être consommé de l'alcool en excès, mais il n'y avait aucune preuve de cela. Ensuite, ils ont envisagé la possibilité qu'il s'agisse d'une sorte de canular, ce qui leur paraissait plus plausible. Ne pouvant rien faire à ce stade, vers 2h15 du matin, les policiers ont décidé de quitter les lieux, laissant les familles sur place, qui semblaient toujours profondément effrayées. 2 officiers de police sont retournés à la ferme le matin suivant, mais certains des voisins des Sutton leur ont expliqué que tout le monde était parti à Evansville. Ils avaient été chassés de la ferme par les créatures qui étaient revenues vers 3h30 du matin. Ces créatures s'étaient manifestées en se montrant aux fenêtres, en griffant la maison, et même en marchant sur le toit jusqu'à l'aube. Le Kentucky New Era, le journal local, a relayé l'incident dès le jour même, et la nouvelle a rapidement été diffusée à la radio. Cela a attiré évidemment de nombreux curieux à la ferme, qui espéraient voir les petits hommes ou se moquer des Sutton. Les journalistes ont interrogé les femmes qui étaient retournées chez elles, et elles ont fait un croquis des créatures en se basant sur leur description. Le chien s'était aventuré hors de sa cachette, mais le chat d'une des fillettes était tellement nerveux qu'elle avait du mal à le contrôler. Le soir venu, lorsque les hommes de la famille sont rentrés du travail, une file de voitures s'étendait sur au moins 800 mètres, bloquant la route dans les deux sens. Les journalistes les attendaient, leur demandant de décrire les créatures. Un nouveau portrait a été réalisé et comparé au premier, se révélant presque identique. Au début, le Sutton était plutôt embarrassé par cette histoire et cette publicité, et demandait aux curieux de partir. Cependant, comme rien ne semblait les décourager, ils ont finalement installé une pancarte proposant de payer $1 pour entrer sur la propriété et $10 pour obtenir plus d'informations. Il n'y a pas de petites économies. Certains les ont accusés d'avoir tout inventé pour gagner de l'argent. Mais les chefs de la police a témoigné qu'ils étaient des gens simples, profondément religieux, et que cette hypothèse était peu crédible. En réponse aux critiques, les Sutton ont expliqué qu'ils utilisaient cette méthode pour dissuader ceux qui pénétraient sur la propriété sans permission, parfois même dans leur maison. Lorsqu'ils ont été interrogés séparément, chaque membre de la famille a décrit exactement la même chose, sans jamais changer un seul détail de l'histoire, ni se contredire. Cependant, certains ont soulevé l'absence de preuves et ont soupçonné que les Sutton auraient pu avoir des visions à cause de l'alcool. Et les policiers n'avaient pas trouvé de traces d'alcool lors de leur passage, mais un visiteur prétendait avoir vu quelques canettes de bière dans une poubelle, semant le doute. Pourtant, tous les occupants de la maison avaient vu les créatures, y compris les plus jeunes enfants qui en donnaient la même description que leur aîné. De plus, plusieurs observations d'ovnis avaient été rapportées dans la région cette nuit-là, sans explication rationnelle. Au départ, les premiers articles se contentaient de parler de petits hommes, sans autre qualificatif. Mais bientôt, certains journalistes, probablement pour pimenter l'histoire, les ont qualifiés de petits hommes verts. Et ce nom leur est resté. Comme les gens cherchaient toujours à résoudre le mystère et que la sincérité et la sobriété des témoins ne pouvaient pas être mises en doute, différentes explications farfelues ont été avancées. Une rumeur s'est rapidement répandue, suggérant qu'un ou plusieurs singes s'étaient échappés d'un zoo ou d'un cirque itinérant. Cependant, aucune preuve n'étayait cette théorie. Personne ne semblait avoir signalé la disparition de singes. Selon certaines sources, l'armée de l'air a inspecté la ferme dès le lendemain de l'incident et a classé le dossier comme non résolu. Cependant, en 1957, le major John A. Halbert de l'US Air Force a publiquement déclaré que les témoins avaient en réalité observé un singe peint, couleur argentée, qui se serait échappé d'un cirque, et que Mme Langford avait exagéré les faits.
Peu de temps après, Isabelle Davis, une ufologue renommée pour son scepticisme, rejetait cette explication, la qualifiant de pure spéculation et de totalement stupide. Elle a souligné que les singes tronc-velus ont de longues queues, tombent bruyants et que lorsqu'ils sont touchés par des balles, ils saignent et meurent. Aucune illusion d'optique ne peut expliquer une méprise aussi évidente. En 2007, Geraldine Sitt, la fille d'Elmer Sutton, a publié un livre intitulé Alien Legacy, reprenant l'histoire de la rencontre telle qu'elle l'avait entendue de son père. Convaincue de son authenticité, elle a expliqué les raisons de sa certitude en soulignant que son père avait vécu quelque chose de profondément traumatisant. Son père insistait sur le fait que l'incident était sérieux, terrifiant, qu'il n'oublierait jamais cette expérience. Son récit est resté invariable, sans sourire, avec une expression pâle et terrifiée dans les yeux à chaque fois qu'il en parlait. Une autre explication qui a suscité un vif intérêt a été avancée par Renaud Leclerc, qui est un ufologue français. Il a suggéré que les occupants de la ferme auraient pu être attaqués par des rapaces nocturnes particulièrement agressifs, comme les grands-ducs d'Amérique, réputés pour défendre farouchement leur nid. Selon cette théorie, qui a été reprise par John Nickel dans un article du Skeptical Inquirer, aucun oiseau n'aurait été touché par les balles. Les bruits métalliques qui ont été entendus s'expliqueraient simplement par l'impact des projectiles sur divers objets de la ferme, comme la clôture par exemple. L'objet volant aurait été une météore particulièrement lumineuse. Quant à la peau brillante des créatures, elle ne serait qu'une illusion créée par des lumières de la maison. Il est intéressant de noter que l'hypothèse des oiseaux est souvent avancée dès qu'une observation implique une créature volante. Cependant, cette explication peut être considérée comme méprisante envers les témoins, car elle sous-entend que les Sutton, qui vivaient dans une ferme isolée en pleine campagne depuis des années, n'auraient pas été en mesure de reconnaître un simple hibou ou de toucher une telle créature avec un fusil à moins d'1 mètre de distance. Cette affaire, des années et des années après, reste encore très très floue. Et pour vous, quelle est votre hypothèse sur cette histoire vraiment fascinante? À vos claviers, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.